Dans les Pyrénées centrales, au cœur des Hautes-Pyrénées, le massif du Vignemale se dresse comme une forteresse minérale, ses sommets culminant à plus de 3000 mètres, avec le pic principal à 3299 mètres exactement. Un géant de granit et de schiste qui attire chaque année des milliers de randonneurs, mais qui garde jalousement ses secrets dans ses vallées encaissées et ses cirques glaciaires. La vallée d'Ossou, large et verdoyante en bas, se resserre plus haut, bordée de parois abruptes où les cascades dévalent en filets argentés, et où les forêts de hêtres cèdent la place à des sapins rabougris, puis à des pelouses alpines, parsemées de rhododendrons et d'aconites. En cette mi-septembre, l'air est encore chargé de l'odeur des résineux chauffés par le soleil. Mais les nuits sont déjà fraîches, descendant souvent sous les 10 degrés, même dans les refuges gardés. Le parc national des Pyrénées, créé en 1967, impose des règles strictes. Bivouac autorisé seulement entre 19h et 9h, feux interdits, et les sentiers balisés sont surveillés. Mais au-delà, dans les zones hors trace, la montagne redevient sauvage, impitoyable, avec ses zones aveugles où ni les hélicoptères ni les drones ne peuvent tout voir. Le 15 septembre, à 7h45, le parking du pont d'Espagne, à 1460 mètres d'altitude, commence à se remplir. Les voitures arrivent une à une, les plaques d'immatriculation variées, beaucoup du sud-ouest, quelques-unes de plus loin. Léa et Théo descendent de leur Twingo grise, garée entre un monospace familial et un fourgon de randonneurs confirmés. Léa porte un pantalon de randonnée kaki, un t-shirt technique et un polaire fin, ses cheveux attachés avec un élastique usé. Théo, en short malgré la fraîcheur matinale, ajuste son sac Osprey de 45 litres, vérifie les sangles, le poids bien réparti. Ils ont passé la veille à tout préparer. La tente MSR légère, le réchaud à gaz, les lyophilisés, la trousse de secours avec couverture de survie, la carte IGN 1748 OT pliée dans une pochette étanche. Leur itinéraire est tracé au stylo rouge. Première étape, 7 km et 800 mètres de dénivelé positif jusqu'au refuge des Oulettes de Gaube, à 2400 mètres. Ils ont réservé des places, mais en cette saison, les refuges sont rarement pleins. À 8h27, après un dernier selfie devant le panneau du parc national, ils s'engagent sur le sentier. Le bruit des cascades est omniprésent, un grondement sourd qui monte de la vallée du Gave de Gaube. L'air sent l'humus humide, les aiguilles de pin écrasées, une fraîcheur qui pique les narines. Les premiers mètres sont larges, presque une promenade, bordés de barrières en bois pour les familles. Des joggeurs les dépassent, des retraités marchent, lentement, avec des bâtons. Léa et Théo avancent à bon rythme, environ 3 km/h, discutant de tout et de rien. La rentrée, les amis, les projets d'après-bac. Le soleil monte, filtrant à travers les branches, réchauffant leur dos. Vers 9h30, ils traversent une zone plus ouverte, les hêtres laissant place à des prairies où pèsent encore quelques vaches estivantes, leurs cloches tintant au loin dans le silence relatif. À 10h15, pause près d'un torrent. Ils remplissent leurs gourdes, ajoutent une pastille micro-pure pour purifier l'eau claire qui coule sur les galets gris. Théo consulte l'altimètre de sa montre Suunto, 1800 mètres. Le lac de Gaube n'est plus loin. Le sentier monte maintenant plus raide, des lacets serrés dans une forêt de plus en plus clairsemée. L'effort se fait sentir, les cuisses chauffent, la respiration s'accélère. Léa retire son polaire, l'attache à son sac. L'odeur de leur transpiration commence à se mêler à celle de la terre. Au loin, un marmotte siffle, puis disparaît dans son terrier. Le ciel reste d'un bleu profond, presque trop parfait, sans le moindre nuage à l'horizon ouest. Ils atteignent le lac à 11h02. L'eau est d'un turquoise intense, reflétant le Vignemale encore couronné de neige dans ses couloirs nord. Des randonneurs pique-niquent sur les berges, des enfants lancent des cailloux. Léa et Théo s'assoient sur un rocher plat, sortent leur sandwich préparé la veille, pain complet,
jambon de pays, tome des Pyrénées. Le goût est simple, réconfortant. Le vent léger ride la surface du lac, portant une fraîcheur qui contraste avec la chaleur du soleil sur leur peau. Théo sort la carte, confirme la suite. Encore 400 mètres de dénivelé pour rejoindre les Oulettes. Ils repartent à 11h40, revigorés. Mais dès 13h, les premiers signes apparaissent. Des cumulus s'accumulent à l'horizon atlantique, poussés par un flux d'ouest. La température, qui avait grimpé à 18 degrés au lac, stagne maintenant autour de 12. Le vent se lève, d'abord discret, faisant bruire les herbes sèches. Le sentier devient plus caillouteux. Des blocs de granit à enjamber, des passages où il faut poser les mains. Léa sent la fatigue dans ses mollets, une lourdeur qui s'installe. Théo, devant, ralentit légèrement. À 14h30, les premières gouttes tombent, espacées, froides sur la peau. Ils enfilent leurs vestes Gore-Tex, rabattent les capuches. Le bruit de la pluie sur le tissu est régulier, presque hypnotique. À 15h10, l'averse s'intensifie. La visibilité chute. Le brouillard descend des crêtes comme une marée lente. Le sentier, déjà étroit, disparaît par endroits sous l'eau qui ruisselle. Leurs chaussures claquent dans les flaques. L'eau pénètre par les chevilles malgré les guêtres. L'odeur de la terre mouillée est forte, presque suffocante. Théo sort le GPS, mais le signal est faible, 3 satellites seulement. Il décide de couper par un raccourci qu'il a vu sur la carte, une variante pour éviter un névé signalé comme délicat. Léa hésite une seconde, mais la pluie redouble. Le froid commence à mordre à travers les vêtements. Il quitte le balisage, s'engage sur une pente herbeuse qui semble descendre vers la bonne direction. 16h. Le brouillard est maintenant dense, une soupe grise où l'on ne voit pas à 10 mètres. Le vent s'engouffre dans la combe avec un hurlement continu, portant des rafales à 60 km/h. La température a chuté à 6 degrés, le ressenti proche de 0. Leurs mains sont engourdies, les doigts raidis sur les bâtons. Léa tremble, pas seulement de froid, mais d'une peur sournoise qui monte. Théo crie pour se faire entendre. « On est presque, ça doit être par là !» Mais la pente devient plus raide, des éboulis instables où les pierres roulent sous les pieds. Une glissade, Théo se rattrape de justesse, le cœur battant. L'eau coule partout, formant des rigoles qui emportent la terre meuble. 16h45. Ils sont perdus, complètement. Le GPS ne capte plus rien. L'écran indique « Searching ». Les téléphones, sortis plusieurs fois, affichent « Aucun service ». La pluie est devenue torrentielle, oblique, fouettant leur visage. Léa pleure maintenant, des larmes chaudes qui se mêlent à l'eau froide. La fatigue est écrasante, chaque pas demande un effort immense. Le froid s'insinue dans les os, une douleur sourde qui irradie des extrémités. Théo cherche un abri, un rocher, n'importe quoi. Le silence entre les rafales est pire, un vide où l'on n'entend que leur respiration haletante et le martèlement incessant de la pluie. C'est alors qu'une voix surgit du brouillard, rauque, puissante. « Par ici, vite, avant que ça empire !» Une silhouette massive apparaît, un homme en ciré noir, barbe trempée, qui leur fait signe. Marc. Il les guide vers le bas, à travers des rochers, jusqu'à une forme sombre qui émerge. La cabane. Les murs en pierre sèche, épais, le toit en tôle ondulée rouillée, une porte renforcée. L'intérieur est sombre, mais une chaleur relative les frappe immédiatement. L'odeur de fumée de bois, de résine brûlée. Marc ferme la porte derrière eux. Le bruit du verrou qui claque résonne étrangement fort. Ils s'effondrent près du foyer,
un cercle de pierres noircies où des braises rougeoient encore. La vapeur monte de leurs vêtements, une buée qui emplit l'espace exigu. Marc jette des branches sèches, les flammes reprennent, crépitantes, projetant des ombres dansantes sur les murs suintants d'humidité. Léa tremble violemment, Théo aussi, mais moins. L'homme leur tend une couverture militaire, rêche, imprégnée d'une odeur de laine, humide et de fumée ancienne. « Buvez ça », dit-il en versant une tisane fumante dans des quarts en métal émaillé. Le liquide est brûlant, amer, avec un goût d'herbe sauvage. La chaleur descend dans leur gorge, irradie dans leur poitrine. Les minutes passent dans un silence relatif, seulement troublé par le crépitement du feu et le tambourinement incessant de la pluie sur la tôle. Marc ne pose pas beaucoup de questions. Il explique qu'il vit là depuis des années, qu'il connaît chaque pierre de la combe. La cabane, une ancienne borde d'estive, n'est plus sur aucune carte depuis longtemps. Pas de réseau, pas de passage. Demain ça se lèvera, je vous ramènerai sur le sentier. Sa voix est calme, presque rassurante. Léa, épuisée, sombre dans un sommeil agité, assise contre son sac. Théo reste éveillé plus longtemps, observant l'homme qui taille un bout de bois avec un couteau à la lame usée. La nuit est longue. Le froid revient malgré le feu qu'il faut alimenter régulièrement. Le vent hurle dehors, faisant vibrer la porte. Des gouttes filtrent par les joints, tombant avec un ploc régulier sur le sol en terre battue. L'obscurité est totale, aucune fenêtre, seulement la lueur rouge des braises qui diminue lentement. Théo s'endort enfin, la tête sur son sac, le corps replié pour conserver la chaleur. Les rêves sont confus, mélange de chutes et de froid. Le lendemain, 16 septembre, à l'aube grise, la tempête n'a pas faibli. La pluie tombe toujours, plus fine mais continue. Le brouillard colle aux parois. Marc secoue la tête. Regardez dehors. Les torrents sont en crue, les pentes sont des cascades. Une journée de plus, c'est plus prudent. Théo veut insister, mais une sortie de quelques minutes les convainc. Le vent les repousse, l'eau glacée leur monte aux mollets dans les rigoles. Ils rentrent, transis à nouveau. Marc ravive le feu, prépare une soupe avec des racines et des herbes. L'odeur est terreuse, presque animale. Les jours suivants s'écoulent dans une lente dérive. La météo reste bloquée, un régime d'ouest pluvieux qui semble ne jamais vouloir partir. Marc sort parfois, revient avec des plantes, des champignons, parfois un lapin piégé. La nourriture est frugale, mais suffisante au début. La cabane devient un monde clos. 10 mètres carrés, un coin cuisine, des paillasses en pot et couverture, des caisses en bois remplies de provisions séchées. L'odeur ambiante est lourde, fumée, terre humide, corps non lavé. Le froid nocturne est tenace, descendant à 4 ou 5 degrés à l'intérieur, malgré le feu constant. Mais ce que les deux adolescents ne réalisent pas encore, c'est que Marc a déjà pris sa décision. Dès la deuxième nuit, il a renforcé la porte avec une chaîne et un cadenas discret, dissimulé derrière une planche. Il contrôle les sorties, accompagne toujours, prétextant les dangers. Théo sent quelque chose, une tension. Mais la fatigue et le soulagement d'être en vie l'empêchent de réagir immédiatement. Léa, plus fragile, se raccroche à la présence de cet homme qui allume le feu, qui apporte la nourriture. Les jours se fondent les uns dans les autres, marqués seulement par la lumière grise qui filtre parfois à travers les interstices des planches clouées sur l'unique ouverture haute. Une sorte de lucarne bouchée pour empêcher le vent de s'engouffrer. Le 18 septembre, la pluie a diminué d'intensité, mais un crachin froid et persistant s'est installé, enveloppant la combe d'un voile humide qui transforme chaque sortie en calvaire. Marc sort seul chercher de l'eau à une source distante de 200 mètres, un filet qui coule d'une fissure rocheuse. Il revient avec un bidon en plastique cabossé, l'eau trouble et glacée, qu'il fait bouillir sur le feu. Léa et Théo,
encore engourdi par le sommeil, reste assis près des braises mourantes, les jambes repliées sous les couvertures. Leurs vêtements, lavés sommairement dans une bassine et séchés près du feu, sentent la fumée et l'humidité persistante. La faim commence à pointer. Une sensation nouvelle, plus aiguë que la simple appétit après une longue marche. Les réserves qu'ils avaient dans leur sac, barres énergétiques, fruits secs, ont été rapidement consommées les premiers jours, et Marc rationne désormais ce qui reste, prétextant la nécessité d'économiser. Théo, le regard fixé sur la porte, sent monter une irritation sourde. Il pose des questions plus précises. Combien de temps encore ? S'il connaît un chemin plus direct vers la vallée ? S'il a déjà vu des hélicoptères passer ? Marc répond évasivement, la voix toujours calme, presque paternelle. La montagne est vaste. Les secours cherchent sur les grands axes. Ici, personne ne vient jamais. Il montre du doigt les parois qui entourent la combe. Des falaises de schiste noir, striées de cascades temporaires. Le bruit de l'eau qui ruisselle partout est constant. Un murmure incessant qui remplit les silences. Léa, elle, écoute sans rien dire. Les yeux rougis par la fumée, les mains crispées autour d'un quart de tisane refroidie. Le froid matinal s'insinue dans la cabane, malgré le feu rallumé. Un froid humide qui colle à la peau et rend les articulations raides. Le 20 septembre, 5e jour, la météo s'améliore légèrement. Des éclaircies apparaissent, le vent tombe, mais Marc décrète qu'il faut attendre encore, que les sentiers sont gorgés d'eau, que les névés ont fondu en plaques traîtresses. Théo insiste pour une reconnaissance. Marc accepte, mais les accompagne. Ils sortent ensemble. L'air est plus respirable, chargé d'une odeur de terre détrempée et d'herbe écrasée. La combe est encaissée, entourée de barres rocheuses, infranchissables sans matériel d'escalade. Théo réalise, avec un pincement au cœur, qu'ils sont dans une sorte de cuvette naturelle, invisible depuis les crêtes et les hélicoptères qui passent parfois très haut, leur bruit étouffé par les parois. De retour à la cabane, Marc referme la porte avec la chaîne, le cliquetis du cadenas à peine audible. Théo l'entend cette fois, mais ne dit rien. La peur commence à se transformer en quelque chose de plus lourd, une résignation mêlée d'angoisse. Pendant ce temps, dans la vallée, l'inquiétude a franchi un seuil critique. Le 17 septembre au matin, les parents de Léa et Théo, n'ayant reçu aucun message depuis le départ, ont contacté le refuge des Oulettes de Gaube. Le gardien, après vérification, confirme qu'ils ne sont jamais arrivés. Les familles alertent immédiatement la gendarmerie de Pierrefitte-Nestalas. À 14h, le peloton de gendarmerie de haute montagne est saisi. Les premiers éléments sont recueillis. La voiture retrouvée au pont d'Espagne, les sacs préparés pour plusieurs jours, l'itinéraire déclaré. Le procureur de la République de Tarbes ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Les médias locaux diffusent les portraits des deux adolescents, leurs photos de classe, souriants, avec le vignemal en arrière-plan sur l'une d'elles. Les recherches commencent dès le 18 septembre, malgré la météo exécrable. L'hélicoptère Dragon 65 de la sécurité civile décolle de Tarbes, mais les rafales et le plafond bas limitent les vols à des survols partiels le long du GR10. Les équipes au sol, gendarmes du PGHM et CRS de Gavarnie, remontent le sentier sous la pluie, battent les zones à risque, ravins, torrents, névés. Les chiens Saint-Hubert, dressés pour la recherche en montagne, perdent rapidement la piste, emportés par l'eau. Des appels à témoins sont lancés. Plusieurs randonneurs se souviennent avoir croisé 2 jeunes correspondant à la description près du lac de Gaube le 15 en fin de matinée. Mais ensuite, rien. Les traces sont effacées par les pluies torrentielles. Dans la cabane, la dégradation physique s'installe lentement.
Le 25 septembre, 10 jours déjà, les visages de Léa et Théo se creusent. Les pommettes saillent, les yeux s'enfoncent dans les orbites. La faim est devenue une compagne permanente, une douleur sournoise au creux de l'estomac qui irradie dans le dos et les membres. Marc fournit des repas frugaux, soupe de racines sauvages, orties, pissenlits, carottes sauvages, parfois agrémentées d'un morceau de viande séchée ou d'un oiseau piégé. Le goût est fade, terreux, mais il mange avec avidité, léchant les gamelles en métal. L'eau est rationnée, bouillie pour éviter les parasites. Le manque de sel commence à se faire sentir. Crampes musculaires, fatigue accrue. Le froid nocturne est plus vif maintenant que septembre touche à sa fin. Les températures descendant à 2 ou 3 degrés dehors, à peine plus dans la cabane malgré le feu constant qui consomme les réserves de bois que Marc ramasse dans les pentes. Psychologiquement, les effets sont plus insidieux. Théo alterne entre colère contenue et abattement. Il tente plusieurs fois de parler à Léa de partir, de forcer la porte la nuit. Mais elle secoue la tête, les larmes aux yeux. Et si on se perd encore ? Il connaît la montagne, il nous a sauvés. Marc, sentant la fracture, renforce son emprise par de petits gestes. Une ration supplémentaire pour Léa quand elle est docile, une histoire racontée le soir près du feu, des récits de la dureté du monde extérieur, des trahisons, de la solitude qu'il a choisie. Il parle peu de son passé, mais laisse entendre des ennuis anciens, des injustices. Léa écoute, fascinée malgré elle, trouvant dans sa présence une forme de sécurité dans cet univers réduit à la survie. Octobre arrive avec des gelées nocturnes. Le 3 octobre, une fine couche de givre recouvre l'herbe dehors. À l'intérieur, l'humidité suinte des murs. L'air est chargé d'une odeur de moisi et de fumée froide quand le feu s'éteint la nuit. Les corps s'affaiblissent. Les muscles fondent. Les mouvements deviennent lents. Chaque geste coûte. Théo souffre de vertige en se levant trop vite. Une sensation de tête vide. Le sang qui pulse faiblement dans les tempes. Léa a les gencives enflées, signe de carence en vitamine C. Des saignements légers quand elle se brosse les dents avec un bout de branche effiloché. Le froid est omniprésent, rampant du sol en terre battue, s'insinuant dans les os. Ils dorment blottis l'un contre l'autre, partageant la chaleur corporelle. Leur souffle lent et régulier dans l'obscurité. Les recherches, elles, se poursuivent avec une intensité décroissante. Des battues massives sont organisées les week-ends, avec des dizaines de volontaires, guides, membres du club alpin. Les drones thermiques survolent les zones. Mais la cabane, nichée sous un surplomb rocheux et entourée d'arbres rabougris, reste invisible. Sa chaleur diffuse masquée par la roche froide. Des objets sont retrouvés. Un emballage de barres énergétiques près du lac, un bâton de randonnée dans un torrent. Les hypothèses se resserrent sur un accident. Chute dans un ravin, hypothermie, emportement par une crue. Les familles, soutenues par des psychologues, oscillent entre espoir et désespoir. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir bien plus tard, en reconstituant la chronologie à partir des indices retrouvés dans la cabane et des examens médicaux, c'était la progression insidieuse de la captivité. Marc n'avait jamais eu l'intention de les relâcher. Il les maintenait dans un état de faiblesse calculé, alternant privation et gestes de générosité pour créer une dépendance. Théo tenta plusieurs évasions. Une nuit, il força la chaîne avec un outil volé, mais Marc, réveillé par le bruit, le maîtrisa sans violence excessive, juste assez pour le dissuader. Les punitions étaient psychologiques, isolement dans un coin sombre, réduction de nourriture. Léa, terrifiée par les conflits, se rangea progressivement du côté de Marc, le voyant comme le garant de leur survie. Le 15 octobre, un mois exactement après la disparition, la neige tombe pour la première fois.
une couche fine qui recouvre les crêtes. Dans la cabane, le froid devient mordant, le feu ne suffit plus à chauffer l'espace. Les corps émaciés tremblent constamment, la peau sèche et craquelée, les lèvres gercées. La confusion mentale s'installe, moments d'absence, difficulté à se concentrer, rêves éveillés où le passé se mélange au présent. Théo parle moins, reste prostré des heures, fixant les braises. Léa, elle, aide Marc désormais, ramasse les branches quand il l'autorise à sortir sous surveillance, prépare les maigres repas. Un lien étrange s'est tissé, une forme de syndrome de Stockholm naissant, où la peur se mue en attachement protecteur. Ce détail allait tout changer. Le 12 novembre, un chasseur de sangliers, braconnant malgré l'interdiction dans le cœur du parc national, remarque une fine colonne de fumée s'élevant d'une combe qu'il croyait inhabitée. Curieux, il s'approche prudemment, observe de loin. Il voit un homme sortir ramasser du bois, puis deux silhouettes plus frêles à l'intérieur, quand la porte s'entr'ouvre. Inquiet, il rebrousse chemin et alerte anonymement la gendarmerie depuis un village voisin. Rien n'allait préparer l'équipe du PGHM à ce qui allait suivre. Le 14 novembre au matin, après une approche discrète sous une pluie fine et froide, les gendarmes forcent la porte. La scène est irréelle. Deux jeunes squelettiques, vêtements en loques, visage méconnaissable, yeux hagards. Théo, affaibli, murmure « enfin » et se laisse évacuer sans résistance. Mais Léa s'accroche à Marc, hurle, pleure, refuse de bouger. Non, ne l'emmenez pas, il nous a protégés. Il faut la détacher physiquement, la porter dehors. Marc, menotté, reste calme, presque résigné. L'évacuation se fait par hélicoptère, les corps enveloppés dans des couvertures de survie, perfusion déjà posée pour lutter contre la déshydratation. À l'hôpital de Tarbes, puis au CHU de Toulouse, les diagnostics tombent. Malnutrition sévère, perte de 25 à 30 kilos chacun, hypothermie chronique, carences multiples, infections opportunistes. La réalimentation est progressive, surveillée heure par heure pour éviter le syndrome de renutrition inappropriée. Psychologiquement, c'est plus complexe. Théo plonge dans une dépression profonde. Culpabilité d'avoir entraîné Léa, cauchemar récurrent. Léa, elle, présente un attachement traumatique à son ravisseur, refusant d'abord de le désigner comme tel, nécessitant des mois de thérapie spécialisée. Médiatiquement, l'affaire explose. 2 mois de captivité dans les Pyrénées, un ermite marginal, une adolescente refusant de quitter son geôlier. Les journaux titrent sur le syndrome de Stockholm, les limites des recherches en haute montagne, les zones aveugles du parc national. Les familles, brisées puis réunies, doivent reconstruire pas à pas. Marc, placé en détention, passe aux aveux partiels, parlant d'un désir de compagnie, d'une peur de la solitude. Au bout du compte, cette histoire laisse une empreinte sombre sur les consciences. Elle rappelle la fragilité extrême de l'être humain face à la montagne, comment la nature peut devenir prison autant que refuge, comment la souffrance prolongée peut tordre les liens les plus élémentaires, transformer la terreur en dépendance. Les Pyrénées, avec leurs vallées profondes et leurs crêtes acérées, continuent de veiller, indifférentes, sur ces drames qui se jouent dans leurs replis cachés, rappelant à chaque randonneur que derrière la beauté se tapit toujours une menace sourde, imprévisible, et que la frontière entre sauvetage et captivité peut parfois n'être qu'une porte vermoulue dans une cabane oubliée.